Je m'appelle Éléonore Morin, j'ai 35 ans, et le moment où j'ai compris que mon mariage était en train de basculer n'est pas arrivé avec des cris, des portes claquées ou des ultimatums dramatiques, mais c'est venu calmement. Avec une phrase prononcée avec une telle assurance qu'elle semblait presque raisonnable, mon ex fait partie de ma vie, et ça ne changera pas. Je n'ai pas réagi comme je l'aurais fait autrefois, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas supplié pour être rassuré, j'ai juste hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que quelque chose en moi avait enfin compris. Cela faisait 6 ans que j'étais marié à Mathieu, 6 ans de routine qui semblait solide de l'extérieur, d'agenda partagé, d'emploi du temps prévisible et de soirées tranquilles qui semblaient méritées après de longues journées de travail au bureau dans le quartier de la Défense. Nous n'étions pas extravagants, mais nous étions stables, ou du moins c'est ce que je pensais, car c'était moi qui me souvenais des anniversaires, qui prenais des nouvelles pendant la journée, qui adaptait l'heure du dîner quand ces réunions s'éternisaient. Qui lui demandait comment s'était passée sa journée même quand la mienne avait été épuisante. Je ne comptais pas les points, je pensais que c'était ça l'amour. Il y a 4 mois, Mathieu a mentionné que Camille, son ex-petite amie de l'université, était revenue s'installer à Paris. Elle m'a contacté, a-t-il dit nonchalamment en faisant défiler l'écran de son téléphone, on va prendre un café pour rattraper le temps perdu. Je n'ai pas hésité, j'ai dit d'accord car ils étaient sortis ensemble des années avant que je ne le rencontre et la distance avait mis fin à leur histoire, je croyais que le passé était resté à sa place. Mais un café est devenu des déjeuners, les déjeuners sont devenus des dîners, et les dîners sont devenus des week-ends, toujours avec des explications qui semblaient raisonnables prises isolément, elle a du mal avec son déménagement, elle ne connaît pas grand monde ici, elle a besoin d'un ami. Je lui faisais confiance, et d'une certaine manière je lui fais toujours confiance car je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de physique. Mais les frontières émotionnelles se sont brouillées si lentement que je ne me suis pas rendu compte à quel point elles s'étaient déplacées jusqu'à ce que je me retrouve exclu. Mardi dernier, Mathieu est rentré après 21h alors que nous avions prévu de dîner ensemble ce matin-là, rien de chic, juste nous deux, mais j'avais déjà mangé seul. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé comme si de rien n'était et a dit qu'il fallait qu'on parle. Je l'ai regardé et j'ai dit d'accord. Il m'a dit que j'étais distante ces derniers temps, froide, qu'il le sentait, et j'ai répondu que je lui laissais de l'espace, mais il m'a corrigé en disant que j'étais méchante avec son ami. Je connais son nom, j'ai répliqué, je choisis simplement de ne pas l'utiliser. Il a dit que c'était mesquin, j'ai répondu que c'était de l'instinct de survie. Sa mâchoire s'est crispée, il a dit qu'il n'aimait pas cette version de moi, j'ai répondu que je n'aimais pas être au second plan. Il a croisé les bras en disant que j'étais peu sûr de moi, j'ai dit que j'étais honnête. Il a soupiré et a lâché, Camille fait partie de ma vie, ça ne changera pas, tu dois l'accepter. C'était ça le moment, pas les dîners, pas les plans annulés, pas même ses mépris, c'était la certitude dans sa voix, cette finalité, cette attente que je m'adapte à une décision à laquelle je n'avais pas été associé. Je l'ai regardé longuement et j'ai dit, c'est noté. Il a demandé ce que ça voulait dire, j'ai répondu que je l'avais entendu et que j'ajustais mes attentes en conséquence. Il s'est levé, frustré, en me demandant de ne pas être comme ça, et quand il a demandé comme quoi, j'ai dit froide, je ne fais que m'aligner sur la température ambiante. Il a attrapé ses clés en disant qu'il avait besoin d'air, et j'ai ajouté doucement, dis-lui bonjour de ma part. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai arrêté de faire quelque chose que je faisais sans réfléchir depuis des années, j'ai arrêté de prendre de ses nouvelles, j'ai arrêté de réorganiser mon temps en fonction du sien, j'ai arrêté de faire de la place pour quelqu'un qui avait déjà décidé de la place que j'occupais. Il ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais quand il l'a fait, tout s'est arrêté. Mercredi matin, je me suis réveillé à 6 heures comme d'habitude, l'appartement était silencieux, Mathieu n'était pas dans le lit car il avait dormi sur le canapé, tourné vers le dossier, son téléphone encore branché à côté de lui. Je ne l'ai pas réveillé, je n'ai pas laissé de mots, je n'ai fait aucun de ces petits rituels qui soudaient nos journées. Je me suis douché, je me suis habillé, je suis parti. Pendant 6 ans, mes matinées l'incluaient automatiquement avec des messages comme « Bonne route, bonne chance pour ta réunion, envoie-moi un message quand tu arrives ». Je pensais que ces messages étaient insignifiants, mais ils ne l'étaient pas, ils étaient ma présence. Ce jour-là, je n'en ai envoyé aucun. Je suis allé travailler, j'ai enchaîné les réunions, répondu aux mails, déjeuné à mon bureau, existant dans ma propre orbite au lieu de graviter autour de la sienne. Vers midi, mon téléphone a vibré, c'était Mathieu, tu ne m'as pas dit bonjour. Je l'ai vu, je n'ai pas répondu. À 15 heures, un autre message, est-ce que ça va?
J'ai attendu 18 heures pour répondre que j'allais bien. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont revenus. Mathieu, tu es bizarre. Moi, je suis simplement cohérente avec tes priorités. Mathieu, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Moi, tu as dit que ton ex faisait partie de ta vie et que ça ne changerait pas, j'adapte mon comportement pour refléter cela. Mathieu, alors maintenant tu m'ignores. Moi, je ne fais pas de toi ma priorité quand je ne suis manifestement pas la tienne. Il a appelé, j'ai laissé sonner, il a rappelé, j'ai refusé l'appel. À 19 heures, je suis entré dans l'appartement, les lumières de la cuisine étaient allumées, le dîner était sur la table, mais il n'y avait qu'une assiette. Tu n'en as pas fait assez pour deux, ai-je dit en posant mon sac. Il a répondu que je ne lui avais pas dit quand je rentrerais, j'ai répliqué que cela faisait 6 ans que je rentrais à 19 heures et que mon emploi du temps n'avait pas changé. Il a soupiré de frustration en demandant si j'allais manger, j'ai dit que je me préparerais quelque chose plus tard. Il m'a demandé d'arrêter d'être difficile, j'ai répondu calmement que je n'étais pas difficile, mais indépendante. Il m'a fixé en disant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire quand il demandait d'être mature. J'ai demandé ce qu'il voulait dire alors, il a répondu qu'il voulait que je le soutienne dans le fait d'avoir des amis. J'ai dit que je le soutenais, mais que je ne soutenais pas le fait d'être dépriorisé. Il s'est assis, sa fourchette claquant contre l'assiette, en disant qu'elle était importante pour lui. J'ai répondu que je l'étais aussi, apparemment au passé. Il n'a pas répondu, et ce silence m'a tout dit. Jeudi, je n'ai pas envoyé de message non plus, je suis allé à la salle de sport après le travail, j'y suis resté plus longtemps que d'habitude, sentant mon corps se réapproprier l'espace alors que mon esprit avait capitulé depuis des mois. J'ai retrouvé un collègue pour dîner après, Julien, quelqu'un avec qui je travaillais depuis 3 ans, sans secret ni drame, juste une conversation. J'ai envoyé un SMS à Mathieu à 18 heures, je dîne avec un ami, je rentrerai tard. Il a répondu instantanément, Mathieu, qui? Moi, un ami. Mathieu, j'aimerais savoir qui. Moi, quelqu'un du travail. Mathieu, c'est un homme? J'ai souri devant l'écran. Moi, est-ce que ça a de l'importance? Pas de réponse pendant plusieurs minutes, puis, Mathieu, j'ai l'impression que c'est intentionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est proportionnel. Quand je suis rentré à 22 heures, il m'attendait et a demandé avec qui j'étais. Je lui ai dit, il a demandé si c'était un homme ou une femme, j'ai répondu calmement que c'était un homme et que nous avions parlé boulot. Il a dit que je ne l'avais jamais mentionné, j'ai répliqué qu'il n'avait jamais demandé et qu'il avait été très occupé. Il a dit qu'il n'aimait pas ça, j'ai répondu que maintenant il savait ce que je ressentais depuis 4 mois. Il a dit que ce n'était pas la même chose, j'ai demandé si vraiment ce n'était pas pareil, il n'a pas répondu. Et pour la première fois depuis que Camille était revenue dans sa vie, ce n'était pas moi qui demandais de la clarté, je l'avais déjà. Vendredi matin, Mathieu a tenté une autre stratégie, j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine, posé soigneusement contre la machine à expresso comme une offrande de paix, je suis désolé de t'avoir blessé, pouvons-nous parler ce soir s'il te plaît? Je l'ai lu une fois, puis je l'ai laissé exactement là où il était. À midi, mon téléphone a vibré, Mathieu, tu as vu mon mot? Moi, oui. Mathieu, on peut parler ce soir? J'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire avant de répondre, j'ai d'autres projets. Les 3 points sont apparus immédiatement, Mathieu, quel projet? Moi, sport après le travail, dîner dehors, retour vers 21 heures. Mathieu, tu m'évites. Moi, je vis ma vie comme tu as vécu la tienne. J'ai fait exactement ce que j'avais dit, je me suis entraîné plus longtemps, j'ai pris mon temps pour dîner, je ne me suis pas précipité pour une conversation qui n'existait que parce qu'il était soudainement mal à l'aise. Quand je suis rentré, il était sur le canapé, les yeux rouges, il a dit que j'avais dit 21 heures, j'ai répondu que j'avais dit vers 21 heures. Il a ajouté qu'avant j'étais toujours exact, j'ai répondu avant en posant mes clés. Il a dit doucement qu'il détestait ça, j'ai répondu que moi aussi je détestais ça depuis des mois. Il a demandé si on pouvait vraiment parler, je me suis assise en face de lui, les bras croisés, et j'ai dit, parle. Il a commencé par s'excuser de m'avoir fait passer au second plan, avouant qu'il n'avait pas réalisé combien de temps il passait avec elle et qu'il avait été égoïste. J'ai attendu et j'ai demandé si c'était tout. Il a demandé ce que je voulais qu'il dise d'autre, j'ai dit que je voulais qu'il dise ce qu'il avait réellement fait de mal. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit lentement qu'il ne m'avait pas priorisé et qu'il avait méprisé mes sentiments,
marquant une pause comme s'il attendait une approbation. J'ai dit que c'était proche, mais que ce n'était pas le cœur du problème. Il a froncé les sourcils en demandant ce que c'était alors. J'ai dit, tu l'as choisi elle plutôt que moi, encore, et quand je t'ai dit que ça me faisait mal, tu as rejeté la faute sur mon insécurité plutôt que sur tes choix. Il a dit qu'il ne m'avait pas manipulé, j'ai répondu que me dire que j'imaginais le problème alors que c'était réel, c'était de la manipulation. Il s'est frotté le visage en disant qu'il avait oublié le dîner ce soir-là, que ce n'était pas intentionnel. J'ai répondu que c'était justement ça le problème, qu'il m'avait oublié. Il s'est mis à pleurer doucement, comme si la prise de conscience l'avait enfin frappé, et a demandé ce qu'il pouvait faire pour réparer ça. J'ai répondu honnêtement que je ne savais pas s'il le pouvait. Il a relevé la tête brusquement en demandant si c'était la fin, j'ai dit que je n'avais pas dit ça, mais que je ne savais pas s'il pouvait réparer ce qu'il avait brisé. Le week-end a été tendu, nous avons cohabité, parlé logistique, évité tout ce qui demandait de la vulnérabilité. Dimanche soir, il a craqué en disant que je le punissais. J'ai répondu que je me protégeais. Contre quoi? A-t-il demandé. Contre le fait de m'investir pour quelqu'un qui ne s'investit pas en retour. Il a dit qu'il essayait maintenant, j'ai répondu que maintenant que je m'étais éloigné, ce n'était pas de l'effort, c'était de la panique. Lundi matin, il s'est levé tôt, a préparé le petit déjeuner pour nous deux assiettes sur la table. J'ai fait le petit déjeuner, a-t-il dit doucement, est-ce que tu veux bien t'asseoir avec moi? J'ai demandé pourquoi, il a dit parce qu'il essayait. J'ai répondu qu'il essayait de retrouver ce qu'il avait, pas de comprendre ce qu'il avait perdu. Il a demandé quelle était la différence, j'ai dit qu'il voulait que les choses redeviennent normales, mais que moi je ne le voulais pas, car la normalité m'avait fait souffrir. Ce soir-là, il m'a dit qu'il l'avait fait, qu'il avait dit à Camille qu'ils avaient besoin d'espace et qu'il devait donner la priorité à son mariage. J'ai dit d'accord. C'est tout? A-t-il demandé. J'ai répondu qu'il avait fait ce qu'il aurait dû faire il y a des mois et que cela ne réparait pas tout. Il a demandé comment prouver qu'il me choisissait, j'ai dit avec le temps et la constance, pas seulement quand il avait peur. Il a hoché la tête, mais quelque chose avait changé et il le savait. Les semaines qui ont suivi la rupture de contact avec Camille ont été plus calmes, pas apaisées, juste plus silencieuses. Le bourdonnement constant de son téléphone s'est calmé, il a arrêté de s'isoler dans d'autres pièces pour envoyer des messages. Quand son nom revenait, c'était bref, délibéré, presque clinique. Elle a pris des nouvelles, j'ai dit que j'avais besoin d'espace, a-t-il dit un soir en me tendant son téléphone sans que je le demande. J'ai hoché la tête et dit d'accord, ce mot était devenu mon mode par défaut, ni une approbation ni un rejet, juste un accusé de réception. Il a fait plus d'efforts que je ne l'avais vu faire depuis des années, il préparait le dîner, organisait des soirées en amoureux, s'intéressait à ma journée et restait présent pour écouter les réponses. Il faisait les choses qu'il faisait avant que son ex ne revienne dans sa vie, peut-être même avec plus de soin maintenant, comme quelqu'un qui a peur de briser un objet fragile. Mais la différence était en moi, je ne me projetais plus vers lui, j'observais. Tu es toujours distante, a-t-il dit un soir alors que nous étions au lit, l'espace entre nous étant perceptible même sous les couvertures. Je lui ai répondu que j'observais pour savoir si c'était ce qu'il était vraiment ou ce qu'il devenait par peur de me perdre. Il a dit que ce n'était pas juste, j'ai répondu doucement qu'il avait perdu le bénéfice du doute et qu'au contraire, c'était juste. Un mois plus tard, nous avons commencé une thérapie de couple. Lors de la deuxième séance, la thérapeute m'a demandé pourquoi je m'étais éloigné au lieu de me battre davantage. J'ai répondu que c'était parce que je m'étais battu seul pendant des mois, et que s'éloigner n'était pas abandonner, c'était économiser mon énergie. Elle a demandé à Mathieu pourquoi il ne l'avait pas vu plus tôt, il n'a pas eu de bonne réponse, il a dit qu'il pensait que j'étais sereine et que je pouvais le supporter. La thérapeute a hoché la tête en disant que la sécurité émotionnelle ne signifie pas tolérer le délaissement, et que demander à quelqu'un d'accepter moins n'est pas la même chose que de lui demander d'être serein. Cela a frappé plus fort que n'importe quel argument que j'avais pu avancer. Cela fait 3 mois depuis la nuit où il m'a dit que son ex faisait partie de sa vie. Il ne l'a pas revu depuis, il me montre ses messages de manière proactive et essaie de reconstruire la confiance par de petites actions quotidiennes. Nous y travaillons. Il m'a demandé la semaine dernière si je lui avais pardonné, j'ai dit que j'y travaillais. Il a demandé si je l'aimais toujours, j'ai dit que j'aimais celui qu'il était, et que j'apprenais à connaître celui qu'il est maintenant. C'est dur, a-t-il dit. C'est honnête, ai-je répondu.
Ce qu'il a remarqué cette nuit-là, ce qui a disparu, c'était ma présence, cette inclusion automatique, ce travail silencieux de l'amour que je donnais sans réfléchir. J'ai arrêté de faire de lui le centre de mon monde, et l'absence de cela a parlé plus fort que n'importe quelle dispute ne le pourrait jamais. Il essaie de regagner ma confiance, le temps dira s'il y parvient, mais j'ai appris quelque chose d'important, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous estimer, on peut seulement arrêter de se dévaluer en acceptant moins que ce que l'on mérite. Et parfois la réponse la plus puissante au fait d'être dépriorisé n'est pas la colère, c'est l'absence.